Bonjour à tous, on est en Facebook Live, j'espère que ça fonctionne, j'espère que la connexion ne va pas nous lâcher. Alors on est 3 étudiants en journalisme à Bruxelles, on ne pourra pas dire nos noms, déjà on était un petit peu hésitants à montrer notre tête, mais on est une équipe de 3. On fait notre thèse de fin d'études sur les Rohingyas et les raisons de leur persécution actuelle. Ça fait 17 jours qu'on est parti de Bruxelles et on a passé 13 jours au Myanmar à conduire des interviews. Et là maintenant, ça fait 3 jours qu'on est à Cox's Bazar, à 1h30 des camps. Et on va tenter aujourd'hui de vous expliquer toutes les informations qu'on a récoltées jusqu'à aujourd'hui. Alors j'ai avec moi mon super petit carnet et la manière dont ça va se passer en théorie, c'est qu'on va parler de ce qu'on a vu hier dans les camps, puisqu'on a eu la chance de s'y rendre pendant 4 heures seulement. Ça, c'est dans un premier temps. Puis après, on va essayer d'expliquer pourquoi tous ces Rohingyas ont fui l'état d'Arakan en Birmanie pour passer la frontière et venir ici au Bangladesh depuis le 25 août. Et puis après, on va essayer d'expliquer le pourquoi ces Rohingyas sont fondamentalement persécutés, avec plusieurs raisons, puisque c'est un conflit ethnique, c'est un conflit religieux, c'est un conflit économique, c'est un conflit politique aussi, et puis ce sera même un conflit diplomatique aussi. Mais d'abord, on va commencer par faire un point sur la situation d'aujourd'hui, et j'insiste, on fait vraiment ce live pour vous. Donc on a vraiment envie de vous expliquer la situation, donc n'hésitez à aucun moment à poser des questions. On fait ça pour ça. Alors, concrètement, ce qui se passe aujourd'hui dans le sud du Bangladesh, près de la frontière avec la Birmanie, là où on est à Cox's Bazar, c'est qu'il y a 400 000 Rohingyas qui sont arrivés depuis le 25 août, qui ont passé la frontière et qui sont installés dans les camps. Il y a environ 70 à 75% de femmes et d'enfants. Alors, il y a une crise humanitaire grave. Ces gens sont profondément démunis. Il n'y a pas assez de nourriture, il y a un problème d'eau. Il y a le choléra qui, selon certaines informations, ne devrait pas tarder à apparaître, tellement les conditions sont précaires. Dans le futur, on nous a dit aussi qu'il pouvait y avoir de potentielles tensions avec la communauté locale hindoue, qui ne voit pas forcément d'un bon œil tous ces Rohingyas qui viennent s'installer dans la région. Mais par contre, le flux est en train de ralentir. C'est-à-dire que là, il y a eu un afflux massif ces 10-15 derniers jours, mais à partir de maintenant, on voit que les réfugiés Rohingyas commencent à diminuer dans leur arrivée. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y a peu de blessés quand on se rend dans les camps. On a pu voir des gens avec des coupures, des gens avec des tirs de balles, généralement unique, mais c'est un pourcentage relativement faible de ces 400 000 Rohingyas qui ont fui. Et les blessés lourds, quant à eux, sont souvent ceux qui nous arrivent, en tout cas ici au Bangladesh, sont souvent ceux qui ont eu des problèmes avec des mines et des explosifs fabriqués de manière artisanale. Et eux sont hospitalisés dans l'hôpital de Cox's Bazar, là où on est actuellement. Mais, hormis tout ce dont je viens de vous parler, dans l'équipe, on est photographe. Et je vais pouvoir un petit peu vous décrire la situation avec ces photos. Ce sera bien plus parlant qu'avec des mots. Et donc là, ce que vous voyez, c'est une allée des camps où en fait on voit très clairement qu'ils sont dans des tentes faites de bambou et de bâches, où les conditions sont extrêmement précaires. Hier, il y a eu une tempête, il a plu toute la nuit. Et on a vu des photos ce matin où en fait tout était inondé. Donc on n'ose même pas imaginer l'état dans lequel les camps doivent être à l'heure actuelle. Est-ce qu'il veut bien passer à la photo suivante? Non, il veut pas. Voilà. Alors il y a beaucoup d'enfants et de femmes, on a dit. Il y a 75% de femmes et d'enfants dans ces camps. Là, on voit qu'ils collectent le bois pour le feu principalement. Tous sont occupés à faire quelque chose. On a parlé de la crise de choléra qui sera très probablement un problème dans le futur. Là, c'était une famille Rohingya qui ne s'était pas vue attribuer une tente pour la nuit, qui était arrivée il y a 2 jours et qui attendait au bord de la route. Là, on voit des enfants Rohingya qui portent des bambous pour construire le camp, puisqu'évidemment, comme il y a encore des personnes qui arrivent, les camps sont tous en pleine expansion. Il y avait même une mosquée qu'on a vue qui était en construction, signe que eux-mêmes pensent que forcément ça va durer un petit peu de temps. Alors sur cette photo, on arrive peut-être à deviner le poids du soleil, mais en fait il fait 30 degrés ici,
selon la météo, mais le soleil est atrocement brûlant. Le taux d'humidité est très important et donc en fait c'est très difficile de rester au soleil. C'est vraiment un vrai problème. Bon bah là, on se passe de commentaires. Et voilà, cette photo-là permet aussi de remarquer l'état de précarité dans lequel vivent ces gens. Là, on voit des badges de l'UNHCR, l'Office des réfugiés des Nations Unies, et puis voilà, on voit qu'ils vivent à même le sol et que c'est forcément problématique. Alors, la majorité des camps se situent en bord de route et sont extrêmement peuplés. Là, c'était sur le chemin pour rentrer dans les camps, et là, c'est une des premières photos qu'on a prises de la journée d'hier où on était dans les camps, où voilà, on voit qu'on arrive sur place. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on pouvait dire de la situation à l'heure actuelle dans les camps de Cox's Bazar, dans le sud du Bangladesh, où, on le rappelle, plus ou moins plus de 400 000 Rohingyas ont fui la Birmanie. Maintenant, concrètement, pourquoi est-ce qu'ils ont fui? Eh bien, en fait, c'est à la suite des attaques du 25 août, où des rebelles ou terroristes de l'ARSA, on éclaircira ce point plus tard, ont attaqué à peu près 30 postes frontières de l'armée, ce qui a mené à des représailles, ce qui a fait fuir les Rohingyas de leur village. Alors, un des premiers problèmes, quand on veut, et je vais me servir un petit verre d'eau, un des premiers problèmes quand on veut adresser la situation actuelle dans l'état d'Arakan, c'est qu'en fait, il est extrêmement difficile d'avoir accès à des informations fiables sur place. Et c'est parce qu'en fait, de manière très simple et de manière très calculée, l'armée verrouille actuellement tout ce qui se passe dans l'état d'Arakan. Donc l'état d'Arakan, c'est un état de l'ouest de la Birmanie, sur la mer qui donne en face, qui communique avec le Bangladesh et avec l'Inde. Et donc en fait, dans cet état, l'armée empêche toute personne de se rendre dans les camps, et tous les journalistes, tous les membres d'ONG ont été reconduits en dessous du district de Mongdo, qui était un petit peu un point clé. Et donc le problème, c'est que comme personne ne peut se rendre sur place, on ne peut pas avoir des informations fiables de journalistes de premier rang. Donc on doit toujours se contenter de sources de seconde zone, de gens qui ont dit qui ont dit à d'autres qu'ils avaient vu que. Et le problème avec cette situation, en fait, c'est que tous les acteurs de ce conflit ont fondamentalement des intérêts différents. Et que du coup, tous peuvent potentiellement raconter une histoire, si pas complètement fausse, au moins en tout cas un petit peu distordue ou vaguement exagérée pour servir leurs intérêts. Et donc forcément, c'est très problématique pour essayer de déterminer la vérité. Donc quand on s'intéresse un petit peu à ce qui s'est passé après le 25 août et pourquoi ces 400 000 Rohingyas ont fui jusqu'au Bangladesh, le premier problème qui se pose, c'est fondamentalement la difficulté d'accès à l'information. Alors, ensuite, un point qui est intéressant à aborder, c'est les combats de propagande et de désinformation qui ont actuellement lieu sur les réseaux sociaux. Puisque si on veut résumer la situation de manière extrêmement schématique et simpliste, on pourrait en fait dire qu'il y a un lobby Rohingya qui s'affronte à un lobby birman. Et en fait, si on veut simplifier les deux points de vue, pour le lobby Rohingya, les terroristes de l'ARSA soit n'existent pas, soit sont financés et limite organisés par l'armée birmane pour leur nuire, mais sont en tout cas une mascarade. Et ce serait systématiquement l'armée birmane et les bouddhistes de l'état d'Arakan qui les attaqueraient, brûleraient leur village, les tueraient en masse et les forceraient à fuir au Bangladesh. Donc ça, c'est une version, c'est souvent celle qu'on entend dans nos médias à nous, et c'est une des versions qui est soutenue par ce qu'on pourrait appeler un lobby Rohingya. Et puis de l'autre côté, on a le lobby birman qui est fondamentalement soutenu par l'armée birmane et le gouvernement birman et qui lui défend mordicus que tous les Rohingyas sont des terroristes, qu'ils sont tous des sympathisants de l'ARSA et que c'est pour ça, parce qu'ils sont des terroristes, qu'en fait ils sont en train d'attaquer ces villages parce qu'ils sont sur leur sol, ils ont le droit de se défendre. Et que donc ça explique les villages brûlés et les exactions actuelles de l'armée. En fait, c'est juste qu'ils défendent leur territoire national contre des envahisseurs et qu'ils luttent contre le terrorisme. Puisque pour simplifier, dans la tête de l'armée birmane et de ce lobby birman, les Rohingyas en fait sont des réfugiés bengalis
qui viendraient en Birmanie pour envahir d'abord l'État d'Arakan et puis créer un espèce d'État islamique. Alors, le problème avec ces deux lobbies, ces deux versions de l'histoire, en fait, c'est que fondamentalement, on se doute bien où est la vérité, mais on a du mal à la déterminer de manière extrêmement précise. Alors, avant de me lancer dans les explications, je vous rappelle que si vous avez quelconque question que ce soit, n'hésitez pas à la poser, je l'épinglerai et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais donc, pour revenir à ce qu'on disait, le problème de ça, c'est que nous, on a eu différentes versions qu'on a du mal à vérifier. Donc, par exemple, on s'est rendu compte que dans les camps au Bangladesh où on s'est rendu, tous les Rohingyas nous racontaient fondamentalement la même histoire, c'est-à-dire qu'ils avaient systématiquement été attaqués par l'armée et par la population ensemble qui collaborait, on leur a tiré dessus et on a brûlé leur maison. Le problème, c'est qu'on a eu d'autres sources qui souhaitent rester anonymes mais qui travaillaient pour la diplomatie internationale, qui nous ont dit qu'en fait, il est probable que les membres de l'ARSA, ce groupe terroriste Rohingya qui essaye de défendre les intérêts des Rohingyas, il est probable que l'ARSA, en fait, leur demande à ces Rohingyas de quitter leur maison pour aller fuir au Bangladesh, pour faire pression sur la communauté internationale. Donc là, par exemple, c'est un exemple très concret où on ne sait pas déterminer quelle est la vérité. Puis après, les Birmans diront que l'ARSA met eux-mêmes le feu aux maisons, et les Rohingyas vous diront que c'est les Birmans qui mettent le feu aux maisons. Et le problème, c'est que la seule preuve fondamentale qu'on détient, pour le moment, c'est les photos récentes d'Amnesty International qui montrent effectivement que des villages ont été brûlés, mais on ne sait pas, difficilement en tout cas dire de manière généralisée et globale si qui a fondamentalement mis le feu à ces maisons. Une autre question quant à la vérité de l'information, c'est qu'on a eu vent des pratiques de ces membres de l'ARSA où en fait ils gouverneraient par la peur. Et donc en fait les Rohingyas qui ne souhaiteraient pas rentrer dans ces luttes armées contre les Birmans eh bien seraient tout simplement décapités. Donc dans la pratique, on nous a dit, après de nouveau on ne sait pas le vérifier parce qu'on est sur des on nous a dit, mais c'est une source diplomatique qui nous a dit avoir accès à des groupes WhatsApp où ces échanges avaient lieu. On nous a dit que si un leader d'un village Rohingya refusait de prêter allégeance à ARSA et de donner des hommes pour aller combattre, eh bien le lendemain, sur le groupe WhatsApp, on voyait sa tête décapitée. Et le problème de ça, c'est que fondamentalement, on ne sait pas savoir la vérité. Parce que quand on parle aux Rohingyas qui sont ici dans les camps au Bangladesh, ils nous disent tous qu'ils ont fui parce qu'ils ont été attaqués pour qu'en fait, on a l'impression que pas on prenne pitié, mais que il y a urgence à réagir et il y a diabolisation du camp d'en face et que du coup, par empathie, on les aide plus en quelque sorte, que si ils avaient juste fui l'ARSA, parce que sinon, ils terminaient tous décapités. Et donc, quand on disait au début de ce live qu'il y avait seulement 30% d'hommes dans les camps, une des hypothèses qu'on a, mais qu'on ne sait pas vérifier, c'est qu'en fait, l'ARSA forcerait les femmes et les enfants à fuir vers le Bangladesh, mais garderait les hommes pour combattre. De nouveau, on ne sait pas s'ils les gardent sous l'emprise de la peur ou si ces Rohingyas ont vraiment envie de se battre avec l'ARSA pour défendre leurs intérêts, parce que forcément, on rappelle que c'est véritablement une minorité persécutée et que forcément, à un stade de persécution avancé, eh bien, la lutte armée devient une option à considérer pour ces gens qui en fait n'ont aucune autre chance de s'en sortir quelque part. Donc, si on veut essayer de décrire ce qui se passe depuis le 25 août, la difficulté de l'accès à l'information et les deux exemples dont on vient de parler sont un bon début d'explication. Sinon, ça c'était pour le comment des événements récents, mais on peut aussi s'intéresser au pourquoi, du pourquoi on en est arrivé là. Et pour ça, il y a plusieurs hypothèses. On entend beaucoup dans les médias que c'est un conflit fondamentalement religieux, que c'est des bouddhistes contre des musulmans, que c'est ce moine extrémiste Ashin Wiratu qui en fait incite à la haine contre les musulmans. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'en fait, il y a plein de bouddhistes et de musulmans qui cohabitent en paix en Birmanie. À Rangoon, il y a une communauté musulmane qui vit en paix avec les bouddhistes de la ville, puisque les bouddhistes sont quand même 90% en Birmanie,
Les Rohingyas, c'est une minorité musulmane, c'est à peu près 5% de la population. Mais il est sûr qu'une partie du problème, cependant, reste un problème religieux. Alors, pourquoi est-ce que ce vivre ensemble entre religieux et bouddhistes n'est plus possible en Birmanie? Eh bien, Aye Elwin, qui est un membre de la commission de Kofi Annan et qui est le chef du culte musulman dans tout le Myanmar, nous a en fait expliqué de manière très simple que pour rester au pouvoir, après l'établissement de la dictature militaire dans les années 60, les chefs militaires avaient besoin de créer un ennemi pour unir le peuple birman, pour faire oublier leurs crimes et pour s'accrocher au pouvoir. Et donc en fait, ils ont créé cet ennemi dans la personne des musulmans. Et en fait, lui nous a expliqué que pendant des années et des années, l'armée a fait un lavage de cerveau auprès de cette population 90% bouddhiste en disant que l'ennemi de la nation, c'était les musulmans, en se servant des exemples de jadis les pays voisins comme la Malaisie et l'Indonésie, qui étaient des pays à majorité bouddhiste, qui sont aujourd'hui devenus des pays à majorité musulmans. Et donc en disant que si on ne chassait pas tous les musulmans de Birmanie, eh bien la Birmanie allait aussi devenir un pays musulman et qu'ils allaient finir par tous nous envahir selon les fameuses théories d'extrême droite, de grand remplacement, etc., etc. Et donc en fait, ce professeur nous expliquait que ces 40 années de lavage de cerveau de l'armée qui avaient en fait un petit peu créé ce fanatisme dans les moines que représente aujourd'hui Ashin Wiratu. Donc le nom Ashin Wiratu, il a créé un mouvement qui s'appelle Mabata, et donc pour faire simple, ce serait l'armée qui aurait incité tous ces bouddhistes et créé ce climat complètement xénophobe pour pouvoir rester au pouvoir, pour pouvoir créer un ennemi commun et pour pouvoir garder le peuple birman sous sa coupe. Ceci dit, toute cette haine et cette xénophobie ont mené au clash de 2012 entre bouddhistes et musulmans dans le centre du pays, donc même pas avec les Rohingyas, mais depuis lors, les différentes sources auxquelles on a parlé nous ont dit que ces tensions entre bouddhistes et musulmans étaient en train de se calmer. Donc c'est-à-dire que fondamentalement, le peuple birman se serait rendu compte que cette haine et cette xénophobie n'étaient pas vivables pour construire le Myanmar de demain et qu'ils pouvaient tout à fait vivre en paix. Et donc effectivement, c'est quelque chose qu'on a vu à Yangon, où on a passé 13 jours. Les bouddhistes et les musulmans vivent ensemble. Il y a un quartier musulman mais qui ressemble en rien à un ghetto. Et tout se passe très très bien. Alors, quand une question qu'on se pose souvent, c'est quand on voit les manifestations à Bruxelles et à Paris des communautés musulmanes pour défendre le sort des Rohingyas. Pourquoi il ne se passe pas ça en Birmanie? Eh bien, tout simplement parce que ça reste encore une semi-dictature militaire. On y reviendra plus tard, évidemment. Et que donc, en fait, ces communautés musulmanes ont excessivement peur de défendre ce qu'ils considèrent quand même comme leur frères Rohingyas. Mais donc c'est pour ça qu'on ne voit pas en Birmanie un mouvement de soulèvement musulman, alors que les pays voisins, la Malaisie, etc., les populations locales sont extrêmement remontées. Il y a des Birmans qui se sont fait rapatrier de Malaisie parce qu'ils s'étaient fait attaquer. Donc les tensions montent, mais entre bouddhistes et musulmans en Birmanie, pour résumer, ça s'améliore. Et les origines de ce conflit avec les Rohingyas ne sont pas religieuses. Alors du coup, qu'est-ce qu'elles sont ? Avant de continuer, je rappelle que ça nous fait super plaisir de répondre à vos questions à vous, c'est pour ça qu'on fait ce live, donc n'hésitez à aucun moment à nous en poser. Mais du coup, pour nous, de ce qu'on a vu, en fait, les origines et les explications de ce conflit sont plutôt un conflit ethnique. Puisque, pour faire très très simple, historiquement, c'est pendant l'époque coloniale où la Birmanie, le Bangladesh et l'Inde étaient sous domination britannique, les Anglais ont fait exprès d'amener des populations Rohingyas en Birmanie pour en fait avoir le principe de diviser pour mieux régner et être sûr que les Birmans ne se regroupaient pas pour se dresser contre l'envahisseur. Donc c'est véritablement pendant l'époque coloniale britannique que ces Rohingyas ont été amenés dans ces territoires frontaliers avec le Bangladesh. Le problème, c'est que dans les années qui ont suivi, il y a eu la guerre d'indépendance où le peuple birman a combattu les Anglais et les Rohingyas ont défendu ces Anglais et ça ne leur a pas été pardonné. Et après, il n'y a jamais eu vraiment fondamentalement un processus d'intégration de ces Rohingyas dans la population. Ceci dit, à partir de 1948, quand le pays a failli être une démocratie, les Rohingyas avaient la nationalité, ils étaient considérés comme des citoyens birmans. En 1973, dans l'état d'Arakan, ils étaient même plus nombreux
que les Arakanais bouddhistes, donc ils étaient majoritaires dans cet état d'Arakan qui est à l'ouest de la Birmanie en 1973, et c'est seulement en 1982 qu'ils ont perdu leur citoyenneté et qu'ils sont devenus apatrides. Et tout simplement, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? C'est parce qu'en fait, ils représentaient une menace de par leur nombre, parce qu'ils devenaient majoritaires dans cet état. Et que à cette époque-là, il y avait quand même cette propagande anti-musulman, cette peur du musulman, que l'État d'Arakan était déjà un État séparatiste, et que donc on avait peur que cette population devienne majoritaire et puisse prendre des décisions politiques dans cet État et s'étendre. Et donc c'est pour ça qu'ont été mis en place tous ces systèmes de discrimination progressive qui ont aggravé la situation et qui ont mené à la situation actuelle, où depuis 1982, il y a des checkpoints où les Rohingyas ne sont pas libres de leur mouvement, ils sont exclus des soins de santé, ils sont exclus du système d'éducation, ils font face à des discriminations sévères. Et en fait, à cause de ces discriminations, ça a mené au clash de 2012, qui nous rapproche un petit peu plus de la crise actuelle, où il y a un viol présupposé d'une femme bouddhiste par 2 Rohingyas. Et c'est là, en fait, où ces populations bouddhistes et Rohingyas qui vivaient toujours plus ou moins ensemble dans l'état d'Arakan, pour la première fois, en sont venus à des conflits violents. Et on a une question d'Alex Meyer qui aime Larsa, je l'épingle et j'y réponds tout de suite. Et donc c'est pour la première fois en 2012 qu'on a vu ces premiers conflits armés qui en fait ont mené à la réponse du gouvernement qui a consisté à placer, à la suite de ces clashs entre des villages qui ont véritablement brûlé, il y a vraiment eu des morts entre bouddhistes et musulmans qui sont attaqués l'un l'autre des suites de ce viol, et ça a mené à la séparation de ces deux populations et à la création de villages de remplacement pour les Arakanais bouddhistes et à ce qui ressemble à des camps pour les Rohingyas. Et donc en fait, c'est à partir de ce moment-là que vraiment la situation n'a plus été équitable et que les Arakanais ont été relogés dans des villages et les Rohingyas ont été mis dans des camps et qu'ils ont commencé à être leurs droits humains, et qu'on a commencé à leur refuser tous leurs droits humains les plus basiques. Et donc depuis 2012, on a véritablement une situation qu'une source d'ONG humanitaire qui souhaite rester anonyme nous a aussi décrit un petit peu comme celle qui pourrait se passer dans la bande de Gaza, où c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont coincés dans des camps ou dans des zones bien précises où ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas se rendre à la capitale. S'ils sont malades, ils ne peuvent pas se faire soigner dans le reste de l'État et où l'État contrôle leurs mouvements, ce qu'ils font, leur travail, etc. etc. Et on en est arrivé à des points où, puisqu'ils avaient peur que ces Rohingyas se multiplient et puis finalement prennent tout le contrôle de la Birmanie, comme on avait évoqué plus tôt, on sont arrivés à contrôler des naissances, à empêcher les mariages mixtes. Et donc on en est arrivé à cette situation depuis 2012 fondamentalement critique, où pendant très longtemps les Rohingyas ont subi et espéré l'amélioration, particulièrement parce que le pays était en train de se démocratiser et qu'ils ont placé beaucoup d'espoir dans Aung San Suu Kyi, et qu'à partir de entre 2015 et 2007, sur cette période de 2 ans, ils ont vu que leurs espoirs n'étaient pas forcément concrétisés, et c'est entre autres pour ça qu'on voit aujourd'hui l'émergence d'Arsa, qui forcément, à partir du moment où une population n'a plus aucun espoir et n'arrive plus à faire respecter ses droits, eh ben, il envisage sérieusement la lutte armée. Alors, pour répondre à la question d'Alex Meyer, qui aime l'Arsa ? Eh bien, il y a potentiellement, de nouveau, on n'est pas sûr, c'est des sources de nouveau secondaires et on n'a pas de preuves formelles, mais il y aurait des contacts qui auraient été pris entre des groupes d'Al-Qaïda et djihadistes pour financer justement ce mouvement terroriste, si on peut l'appeler comme ça, Rohingya, parce que forcément, entre frères musulmans, ces djihadistes d'Al-Qaïda ont forcément envie d'aller armer les Rohingyas et l'Arsa pour qu'ils se défendent eux-mêmes. Sinon, qui aime l'Arsa ? On avait une discussion intéressante l'autre jour à la mosquée à Dhaka, où j'avais demandé à un Bengali pourquoi est-ce qu'en tant que frère musulman, il
n'envisageaient pas la possibilité d'accueillir les Rohingyas dans la société. Pourquoi est-ce qu'ils étaient obligés de les mettre dans des camps alors qu'ils étaient tous musulmans? Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas vivre ensemble et être unis dans la société bengalaise? Alors il m'a répondu premièrement qu'au Bangladesh, ils sont extrêmement surpeuplés, donc ça c'est un problème très pragmatique, ça c'est sûr. Mais que du coup, il ne savait pas les accueillir, mais que du coup, pour lui, la solution, parce qu'il fallait quand même faire quelque chose pour aider ses frères musulmans, eh bien, c'était de les armer. C'était de les armer pour que tous ces Rohingyas qui ont fouillé le Myanmar, on leur donne des armes, puissent retourner au Myanmar et puissent aller défendre leur territoire face à ces bouddhistes. Donc, à la question qui aime Larsa, on n'a pas eu beaucoup de Bengalis jusqu'à présent qui nous ont dit oui, moi j'aime Larsa, mais on ressent effectivement la possibilité que ces mouvements extrémistes, ou alors que ce soit considéré comme une solution d'armer ces Rohingyas qui ont fui pour qu'ils aillent en fait défendre leur terre. Donc voilà, ça c'était pour répondre à ta question. Je vais essayer de la dépingler. Je ne peux pas la dépingler. Bon, c'est pas très grave. Sinon, donc ça c'était un petit peu... Ah, j'ai une nouvelle question. Qui est? Je ne la vois pas du coup. Oui, que dit notre ami Thomas Modave? Bon, sinon c'est pas grave. Ah, vas-y. Mon acolyte qui est avec moi me dicte la question. Du fait que ce soit toujours une moitié de dictature militaire, est-ce qu'on peut dire qu'Aung San Suu Kyi n'a au final pas vraiment de pouvoir sur l'absence de réaction, ou bien est-ce une volonté de garder le pouvoir en fermant les yeux sur la situation? Ok. Merci Thomas pour cette question. Donc je la lis à voix haute pour tout le monde. C'est la question de savoir pourquoi est-ce que Aung San Suu Kyi reste au pouvoir, est-ce qu'elle a vraiment les mains libres ou pas, quels sont ses plans et quelle est la situation à ce niveau-là. Et bien justement sur mon plan, le conflit politique était une des explications suivantes de ce conflit. Et en fait, il faut effectivement savoir que même si dans nos médias on blâme généralement majoritairement, j'ai l'impression qu'on a eu Aung San Suu Kyi de ne rien faire et qu'on dit que le Myanmar est une démocratie, ce n'est pas le cas. Il y a une constitution qui a été réécrite en 2011 ou 2012, si je ne m'abuse, qui a été écrite par les militaires, imposée au peuple birman, qui en fait leur garantit encore les 3 ministères de l'intérieur, des frontières et de l'armée, qui sont des ministères clés forcément dans la gestion de cette crise pour les Rohingyas. Et donc, l'armée s'est aussi garanti encore 25% des sièges au Parlement, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que la Birmanie soit une démocratie. Et c'est bien tout ça le problème, c'est que Aung San Suu Kyi, qui a été élu démocratiquement, a accepté cette constitution. Alors, elle l'a acceptée peut-être en se disant qu'il valait mieux accepter pour essayer de faire changer les choses, plutôt que de refuser et de retourner à une dictature militaire. Mais toujours est-il qu'elle l'a accepté et que du coup, elle se retrouve un petit peu avec les mains liées. Et donc, une situation intéressante qui en découle, en fait, c'est qu'il y a ce chef du culte musulman sur tout le Myanmar nous a dit qu'en fait, il y avait une relation de confiance qui était en train de s'établir, qui était excessivement délicate entre Aung San Suu Kyi et l'armée, et que Aung San Suu Kyi a besoin de l'armée pour gouverner, et que si elle prend position de manière trop radicale ou que si elle prend des mesures qui ne plaisent pas à l'armée, eh bien, elle perdrait cette relation de confiance et que potentiellement elle pourrait perdre son poste, que l'armée pourrait refaire un coup d'État, que l'armée pourrait même l'assassiner. Alors, on ne sait pas vérifier à quel point c'est plausible, mais ceci dit, ça nous a vraiment été formulé comme ça. Donc, ça représente bien quand même encore le niveau de pouvoir de l'armée si quelqu'un nous dit que si Aung San Suu Kyi fait des choses qui dérangent, elle peut potentiellement encore toujours se faire assassiner. Et nous, fondamentalement, l'impression qu'on a eue, c'est aussi que 90% de la population Myanmar est bouddhiste et la population déteste tous les Rohingyas. Parce qu'ils ont cru, ils ont été excessivement affectés par ce lavage de cerveau où on leur a fait croire que c'était tous des terroristes qui venaient pour violer leurs femmes et puis créer un État islamique dans le Myanmar, que pour eux c'est des réfugiés, qu'ils ont déjà beaucoup souffert de 60 ans de guerre civile et que maintenant ils vont tous s'unir après ces dures périodes. Et donc l'unification du pays et la démocratisation du pays se fait un petit peu au détriment des Rohingyas. C'est un petit peu le bouc émissaire nécessaire à lier toutes les autres ethnies et à masquer tous les autres problèmes du pays. Et donc, comme
toute 90% de cette population qui est bouddhiste déteste les Rohingyas, eh bien, Aung San Suu Kyi aurait beaucoup de mal à les défendre publiquement, quand bien même elle le voudrait. Nous, on n'a toujours pas réussi, avec nos nombreuses interviews, à déterminer si elle le voulait, si elle avait envie de sauver ces Rohingyas, mais qu'elle ne pouvait pas, ou si elle s'en foutait. On ne sait pas. On n'a pas réussi à répondre à cette question. On a des éléments de réponse qui nous disent que dès qu'elle est arrivée au pouvoir, elle a créé des comités gouvernementaux pour résoudre cette question. Elle a créé la commission Kofi Annan dans l'État Rakhine pour essayer de résoudre la situation et d'apporter des recommandations et des solutions au gouvernement. Le problème, c'est que à chaque fois qu'elle fait un pas en avant, elle en fait deux en arrière. Elle ne vient pas à l'ONU, elle refuse ce terme de Rohingya. Et donc, on ne sait pas, malgré les efforts qu'elle fait pour améliorer la situation, on ne sait pas si elle a les mains liées ou si fondamentalement, elle a un petit peu renié et oublié son combat pour les droits de l'homme. Ceci dit, on a une discussion très intéressante. Il y a un parallèle très intéressant qui nous est venu en tête. C'est qu'en fait, dans le pays, Médecins sans frontières est présent. Et une des conditions pour lesquelles ils soient présents, c'est qu'ils ne dénoncent pas les exactions du régime. Parce qu'eux sont sur place dans tous les différents États et voient ce que le régime et les militaires font comme crime. Et ont décidé, pour pouvoir rester en Birmanie et pour pouvoir apporter leurs soins, de ne pas dénoncer ces crimes et de ne pas critiquer le régime birman. Et en fait, on a vu un petit peu un parallèle entre MSF qui a décidé de se taire pour pouvoir rester et Aung San Suu Kyi qui a décidé de se taire actuellement sur les Rohingyas pour pouvoir éventuellement lentement essayer d'améliorer le processus de démocratisation du pays et d'essayer d'apporter des changements dans les mentalités des gens qui ont quand même depuis 2 générations connu la dictature militaire, qui ont subi des lavages de cerveau, qui font en général preuve d'extrêmement peu d'esprit critique. Et donc, ça nous a étonné énormément qu'on critique tellement Aung San Suu Kyi et sa position de se dire « je me tais, mais j'essaie peut-être de pousser les choses », alors que MSF fait la même chose et que MSF n'était pas du tout critiqué. Et donc voilà, c'était une comparaison qui nous semblait intéressante. Par contre, je vous fais part d'un petit souci technique parce que j'ai cliqué sur quelque chose sur mon live, donc je ne vois plus les commentaires, donc je ne sais pas si on a d'autres questions. Super, un peu. Bonsoir, quels sont les ONG et les médias sur place? Quels sont les ONG et les médias sur place? Alors, sur place ici à Cox's Bazar, on a vu Médecins sans frontières, on a vu Action contre la faim, il y a l'UNH, il y a l'UNICEF, il y a Save the Children, il y a Caritas, il y a l'UNHCR, il y a l'IOM, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Un des problèmes, ceci dit, auxquels on a été confronté, c'est que jusqu'à récemment, le Bangladesh et le gouvernement bengali refusaient que ces aides humanitaires donnent de la nourriture pour, en fait, ils se voilaient la face sur le problème et ils ne voulaient pas forcément accueillir tous ces réfugiés Rohingyas, ils ne voulaient pas qu'ils s'installent là au long terme. Et donc, on a le cas, par exemple, ici d'une association comme Caritas qui ne peut toujours pas distribuer son aide humanitaire parce qu'ils attendent toujours l'autorisation du gouvernement. Mais donc ça, c'est pour les ONG sur place. Je ne sais pas s'il y avait une deuxième. Et les médias, les médias, on a vu, il y a AP, Reuters qui sont présents. On a vu des rapports, il y a beaucoup de freelance. On a vu des petites capsules pour le JT de France 2, CNN. Donc c'est à J+. Donc c'est quand même relativement bien couvert. Par contre, quelque chose qui est intéressant de nouveau dans les médias, c'est que en fait, comme on n'a pas accès à l'état d'Arakan, les seules versions qui nous viennent de ce conflit sont des versions que les Rohingyas nous ont rapportées. Et donc souvent dans les médias, on a un petit peu qu'une partie de l'histoire. Et donc, ça pose problème parce qu'on a du mal à mettre les points de vue ensemble et essayer de reconstituer la vérité. Mais ça, on l'a déjà apporté plus tôt. Je ne sais pas si on a encore une autre question. Si, Toumlaï demande si tu peux expliquer la position officielle du gouvernement bangladais. Alors, merci Toumlaï. Ta question est donc, est-ce que je peux expliquer la position officielle du gouvernement bangladais? Eh bien, je ne peux pas encore, parce qu'on a rendez-vous avec la représentante de l'Union européenne au Bangladesh, mais on va la voir seulement à notre tour, donc malheureusement, je ne peux pas encore répondre à cette question. Est-ce qu'on en a d'autres? Ok. C'est la même personne qui a posé la question sur les ONG et les médias. Qui intervient sur place pour constater des violences et quelles difficultés rencontrez-vous sur place? Alors, en fait, beaucoup de personnes... Oui, donc je redis la question. Qui intervient sur place pour monitorer les violences et... c'était quoi la fin? Et
Enfin, Et quelles et difficultés quelles difficultés est-ce qu'on rencontre sur place? En fait, sur place, souvent on se fie aux rapports des Nations Unies qui sont extrêmement fiables, à leurs observateurs qui n'ont pas été autorisés à se rendre dans l'État d'Arakan parce que Aung San Suu Kyi a refusé que la commission indépendante de l'ONU vienne enquêter sur ces crimes dans l'État d'Arakan. Du coup, il y a des enquêteurs des Nations Unies au Bangladesh et dans ces camps de Cox's Bazar. En ce qui concerne les nombres, les pourcentages, les nouvelles arrivées, etc., eux sont excessivement fiables, forcément, et donc c'est eux que beaucoup de médias citent. Maintenant, quant aux difficultés qu'on rentre sur place, en fait, pas tellement. La plus grande difficulté, je dirais, c'est la météo. Il fait excessivement chaud, c'est très très difficile de rester là-bas. Les conditions sont extrêmement difficiles. On est dans de la boue, sous un soleil de plomb. On est à 1h30 de route. Là-bas, c'est dans des zones extrêmement isolées, donc on n'a pas d'hôtel pour rester. Il faut à chaque fois faire le trajet aller le matin et le trajet retour le soir. Donc voilà, c'est des zones. Les difficultés que nous, on rencontre en tant que journalistes, c'est plutôt des difficultés de l'ordre que l'information est difficilement atteignable. Et donc voilà, quand on veut aller à la frontière, forcément c'est 4 heures de trajet aller, puis 4 heures de trajet retour. C'est ce genre de difficultés-là qu'on rencontre. Sinon, on nous a dit, mais de nouveau on ne sait pas le confirmer, que l'ARSA, donc ces rebelles / terroristes Rohingyas, étaient excessivement présents dans la région et que donc il pouvait y avoir quelques insécurités parce qu'en fait l'ARSA recruterait des Rohingyas qui auraient fui le Myanmar et les recruterait pour retourner se battre, mais que du coup ce serait un vivier de recrutement de cette organisation terroriste. Mais on n'a pas encore eu l'occasion de le vérifier ni de s'entretenir à ce propos-là avec les Rohingyas qu'on a rencontrés. On a plein de questions. Super, on a plein de questions. Alors, de Elisabeth, le Bangladesh a-t-il un intérêt quelconque à ouvrir sa frontière? Le Bangladesh a-t-il un intérêt quelconque à ouvrir sa frontière? Les Bengalis vous diront que l'armée bengalaise aide les Rohingyas à traverser la rivière, que tout va bien, que l'armée bengalaise est super et que ce sont qui vont sauver la situation. Pour le moment, la frontière est... Il n'y a pas l'armée bengalaise qui empêche les Rohingyas d'y passer. Le gros problème, c'est qu'eux, fondamentalement, ils se retrouvent avec une crise humanitaire qu'ils n'ont pas choisie, puisqu'ils ont près d'un demi-million de personnes qui se retrouvent dans leur territoire. Et il faut savoir que le Bangladesh, après des petits pays à la densité de population artificielle comme le Bahreïn et Monaco, le Bangladesh est le pays le plus densément peuplé au monde. Et donc, ils ont réellement une crise de population à l'heure actuelle. En plus, on nous a dit qu'il y avait eu des inondations actuellement et que leur récolte de riz allait être excessivement mauvaise et que donc il y allait avoir un problème de spéculation sur le prix du riz et que ça allait être difficile pour tout le monde. Sinon, à ce propos, c'est pas directement lié à la question, mais c'est une problématique intéressante. Le gouvernement du Bangladesh est confronté au problème qu'en fait, il y a une certaine rancœur qui commence à naître envers les Rohingyas. Parce que les organisations internationales aident ces gens qui sont dans une misère sans nom, c'est sûr, en leur donnant de la nourriture et quelques infrastructures de base. Et il faut rappeler aussi à ce propos qu'il y a des Rohingyas qui ont fui après avoir perdu la nationalité en 1982 et qui donc sont au Bangladesh depuis plus de 15 ans dans des camps enregistrés des Nations Unies. Et donc, il faut savoir que ces Rohingyas qui sont là depuis plus de 15 ans, il y a un certain ressentiment de jalousie de la population du Bangladesh envers eux, parce que forcément, les Bengalis sont aussi très très pauvres, ont excessivement de mal à vivre de l'agriculture, de leur récolte. Les conditions de vie sont très difficiles, même pour la population locale, quand il n'y a pas de catastrophe humanitaire. Et donc, les Bengalis, à juste titre, quelque part, on trouve ça pas juste qu'il y a des Rohingyas parqués dans des camps depuis 15 ans à qui on donne de la nourriture gratuite alors qu'eux doivent la gagner à la sueur de leur front dans leur rizière. Et donc, un des problèmes auxquels ils sont confrontés, c'est que s'ils acceptent ce demi-million de gens et à qui on va donner des aides gratuitement sur le long terme, bien que ce soit tout à fait nécessaire, la population locale va à un moment avoir un ressenti négatif. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé aussi dans l'état d'Arakan, puisque les Arakanais avaient dit exactement la même chose envers les Rohingyas. Et c'est pour ça qu'il y a entre autres un sentiment profondément anti-occidental des Arakanais. C'est qu'eux ont dit oui, vous n'aidez
que les Rohingyas, les organisations humanitaires ne viennent apporter du soutien qu'à ces Rohingyas, mais fondamentalement, d'un point de vue objectif, c'est parce que les Rohingyas étaient placés dans des camps et que les Arakanais étaient placés dans des villages et que donc ils n'avaient pas le même degré de détresse. En plus, des membres du personnel des ONG nous ont aussi fait part du fait qu'eux avaient demandé d'aider aussi les Arakanais, mais que c'était déjà trop tard, que les Arakanais les détestaient et que maintenant ils refusaient les ONG. Et puis c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, puisque pour rappel, comme on a dit, après le 25 août, tous les ONG se sont fait chasser de l'État d'Arakan et un membre d'une ONG nous a dit que sur les villages des Arakanais, il était mis « No NGO here, we don't want you here ». Donc il y a véritablement un ressenti négatif envers ces ONG, pour répondre à ta question. Est-ce qu'on en a une autre? Mais à la rigueur, tu peux venir plus près, comme ça on entend peut-être directement ta question dans le micro. Voilà. Alors, Fabienne Francotte, que faire dans les jours à venir sur le terrain quant à vos objectifs et surtout face à cette détresse humaine? Alors nos objectifs journalistiques, bon là on s'éloigne un petit peu du débriefing de la situation des Rohingyas, mais nos objectifs actuellement, on veut essayer de se rendre à la frontière et dans les îles dans lesquelles les Rohingyas arrivent directement par bateau pour voir de nos propres yeux ces Rohingyas arriver. On a envie de se rendre aussi dans des hôpitaux où les Rohingyas arrivent quand ils sont blessés lourdement parce qu'ils ont sauté sur des explosifs et sur des mines. On a envie d'accompagner une ONG sur place dans la distribution de nourriture parce que pour le moment il y a beaucoup de problèmes où en fait il y a des personnes excessivement riches qui achètent une grande masse de nourriture, les mettent dans des sacs plastiques, roulent avec des camions à travers les camps et jettent la nourriture comme si les Rohingyas étaient des animaux, ce qui après crée beaucoup de tensions entre eux puisqu'il n'y en a pas assez, ils se battent pour la nourriture et c'est pas comme ça qu'on est censé apporter un soutien humanitaire. Donc ça, on aimerait bien accompagner une organisation humanitaire sur place. Puis il y a aussi un camp de Rohingyas de confession hindoue qu'on aimerait bien aller visiter. Et puis particulièrement, on aimerait bien se rendre dans un camp de Rohingyas qui sont là depuis plus de 15 ans, camp de l'UNHCR, pour voir quelle est la vie de ces gens qui vivent là depuis plus de 15 ans, de cette génération qui, pour certains, sont nés dans les camps et n'ont jamais connu que ça. Donc ça, c'est un petit peu le programme des prochains jours. Est-ce qu'on a d'autres questions, peut-être plus sur le débriefing que sur notre programme à nous? James Cooper, donc quand est-ce qu'il y aura une couverture médiatique dans l'État d'Arakan? Alors, quand est-ce qu'il y aura une couverture médiatique dans l'État d'Arakan? On ne sait pas. En fait, la manière dont ça se passe actuellement, c'est que l'armée organise des press trips et donc emmène des journalistes triés sur le volet dans les villages et les camps et sélectionne leurs trajets et les personnes auxquelles les journalistes parlent. Alors forcément, ça soulève beaucoup de questions qu'on a évoquées plus tôt sur la vérité de l'information. C'est excessivement problématique. Pour le moment, c'est toujours le cas et à notre connaissance, on n'a pas eu vent d'ouverture de l'État d'Arakan à nouveau aux ONG et aux journalistes. Ceci dit, à ce propos, une journaliste qui souhaitait rester anonyme nous disait une chose intéressante qui était que même si l'armée dans ses press trips contrôlait les personnes auxquelles on parlait et les mouvements, les Birmans et les Arakanais sont dans un mindset totalement autre et ils s'imaginent parfois que parce qu'ils nous racontent leurs histoires toutes faites de propagande, les journalistes vont les gober et que les journalistes occidentaux, quelque part entraînés et aguerris, arrivent, malgré les restrictions imposées par l'armée, à aller creuser la petite bête et à aller confronter les différentes histoires, les versions pas cohérentes et à se rapprocher de la vérité. D'ailleurs, il y a beaucoup d'envoyés spéciaux qui sont sur place. Nous, on avait notamment référencé Jonathan Head, qui est l'envoyé spécial de la BBC, qui lui était sur place et avait dit de manière formelle, voilà, je viens de voir des Arakanais brûler des maisons, ils nous ont dit qu'ils étaient Arakanais, etc. etc. Donc, on a une espèce de demi-liberté d'information à l'heure actuelle dans l'État d'Arakan pour répondre à la question. Est-ce qu'on en a une autre? Oui, alors on a deux questions similaires d'Isabelle et Sonia qui demandent si on a éclairci le mystère des sacs en cuir rose, donc les femmes très apprêtées dans les Oui. camps. Alors, pour recontextualiser la chose,
tous les Rohingyas on a rencontrés hier dans les camps, on n'y est pas retourné aujourd'hui, nous ont dit, oui peut-être, si on retrouve la photo on va pouvoir vous la montrer, tous les Rohingyas nous ont dit qu'ils avaient fui leur village dans la précipitation parce que l'armée et les bouddhistes leur avaient tiré dessus, puis qu'ils avaient fui dans les montagnes, que l'armée avait mis le feu à leur village, puis qu'ils les avaient pourchassés, et puis que nombre d'entre eux étaient morts sur le chemin et que eux avaient réussi à venir jusqu'ici. Alors nous, on s'était juste interrogé parce qu'en fait, il y a beaucoup de Rohingyas là-bas qu'on voit qui sont extrêmement démunis, qui ont peu d'affaires avec eux, on voit qui sont fatigués, sales et qui effectivement ont toutes les caractéristiques de personnes qui auraient fui au dernier moment, mais il y en a d'autres qui ont des habits excessivement propres, des sacs en simili-cuir rose, et puis on voit aussi sur internet ces images de gens qui ont fabriqué des sièges pour porter les grands-mères et les personnes qui ne savaient pas marcher. Et donc pour faire ce genre de dispositif, on ne sait pas faire une valise quelque part et emporter son sac Hello Kitty rose au pied levé. En tout cas, c'est ce qui nous a apparu. Après, peut-être qu'ils sont plus riches que d'autres ou pas. Mais donc, nous, on n'a pas éclairci ce mystère. Mais une des explications, mais ça reste qu'une hypothèse parce que, de nouveau, on ne sait pas, mais une des explications plausibles, c'était cette théorie dont on parlait tout à l'heure que les gens fouillaient leur village par peur avant qu'ils soient attaqués. Et ça, il y a encore deux versions différentes à ce fait-là. Soit l'armée et les Arakanais viennent leur dire « Demain, on brûle votre village parce qu'on ne veut pas de vous ici, alors fouillez parce que de toute façon, on ne veut plus de Rohingyas dans l'État. » Et du coup, les gens fouillent par peur et ont un jour pour se préparer. Soit c'est la version qui dirait que l'ARSA demande aux femmes et aux enfants de fuir vers le Bangladesh pour créer une pression humanitaire et que les médias en parlent et pour créer une pression sur le gouvernement birman et forcerait les hommes à rester dans l'état d'Arakan pour se battre contre le gouvernement birman. Mais du coup, l'ARSA en fait demanderait aux Rohingyas eux-mêmes de fuir leur maison avant même que l'armée arrive pour brûler le village. Entre ces deux versions-là, on ne sait pas laquelle est la bonne, mais elle pourrait expliquer pourquoi, et on a retrouvé l'image, pour ce qu'on a vu certaines personnes où ça nous avait frappé, on s'était dit tiens, c'est bizarre, on ne comprend pas, on s'interroge. Donc voilà, mais si ça se trouve, on est à 1000 lieues de la vérité et on en revient à cette question de la difficulté d'accès à l'information. Est-ce qu'on a une autre question ? Oui, alors deux questions qui se rejoignent demandant quel soutien il était possible d'apporter au niveau de l'Europe. Ah, alors, ça nous amène d'ailleurs au conflit diplomatique qui est un des points là tout en bas sur notre beau schéma où on essaye de démêler tout ça. Au niveau de l'Europe, on a pu s'entretenir avec un membre de la diplomatie européenne. Et en fait, la première chose qu'on nous a dit, c'est que les politiques de sanctions ne marchent pas. C'est-à-dire qu'aller dire au gouvernement birman, si vous continuez à tuer des Rohingyas, nous, on vous enlève nos systèmes de taxes préférentielles, on arrête les aides économiques, on se retire du Myanmar et on vous laisse tout seul, ça ne marche pas. Les gens que ça pénalise, c'est la population locale et c'est pas du tout les militaires et les dirigeants qui de toute façon sont riches et n'ont pas de souci à se faire et que donc ce n'était pas productif dans le cadre de l'Union européenne d'imposer de telles sanctions au Myanmar. On nous a dit aussi que l'Union européenne était un partenaire commercial beaucoup trop faible à l'heure actuelle que pour avoir un poids quelconque dans la balance. C'est-à-dire que par sa position stratégique, le Myanmar est entre la Chine et l'Inde et ces deux pays investissent massivement au Myanmar, sans compter un troisième acteur qui est l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe qui depuis que le pays a été ouvert au capitalisme international injectent des milliards de dollars d'investissement. Nous, notre Kartim, quand on était en Birmanie, c'était une compagnie qatari qui avait implanté la 4G partout au Myanmar. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, l'Union européenne, en termes de volume d'échanges commerciaux, ne pèse rien du tout à côté d'acteurs que sont l'Inde, la Chine et les pays du Golfe. Et que comme l'Union européenne ne pèse rien du tout, eh ben, elle ne peut pas sa voix n'a pas de poids, donc si on les menaçait de dire si vous continuez à tuer des Rohingyas, on ne fait plus d'investissement chez vous et on s'en va, eh bien on nous a dit
que ça les effraierait pas du tout et que ça serait inefficace. Par contre, on nous a dit aussi que, à l'inverse, l'Union européenne avait une politique très pragmatique, réalpolitique, de considérer qu'en fait, pour résoudre la situation, il faudrait à l'inverse augmenter les investissements en Myanmar, augmenter les liens économiques pour un jour pouvoir peser dans la balance, et que c'est parce qu'un jour l'Union européenne aurait suffisamment d'accords commerciaux avec le Myanmar que peut-être leur voix aurait un poids. Alors la personne à laquelle on s'est entretenu qui souhaitait rester anonyme, on lui a demandé si c'était pas un petit peu pactisé avec le diable pour pouvoir lui chuchoter à l'oreille que peut-être ce serait bien d'améliorer ceci et cela. Elle trouvait ça assez correct comme métaphore et je pense qu'elle a même ajouté que c'était une bonne métaphore pour la diplomatie et la politique internationale en général. Donc voilà, ça c'était pour ce que peut faire l'Union européenne. Sinon j'en profite pour embrayer sur ce que peut faire la communauté internationale. Eh bien, finalement peu de choses parce qu'on pense tout de suite à l'envoi de casques bleus qui sont censés faire tampon ou de casques noirs qui sont des casques bleus armés qui eux peuvent recevoir l'ordre de tirer. Mais en fait ça c'est complètement exclu parce qu'il faudrait que le Conseil de sécurité vote une résolution pour pouvoir les envoyer là-bas et on sait que dans le Conseil de sécurité il y a la Chine et la Russie qui fondamentalement opposeront leur veto parce qu'ils n'ont pas du tout envie que les Nations Unies, les États-Unis et les nations occidentales viennent mettre leur nez dans des pays voisins de leur puissance et on voit des casques bleus dans ce qu'ils considèrent comme leur arrière-cour. Et donc, pour donner un exemple, nous on se disait quand même, enfin, il y a une crise humanitaire, c'est quand même un peu aberrant de se voiler la face et de mettre un veto. Et la personne qu'on interrogeait nous a dit, écoutez, si on n'arrive même pas à se mettre d'accord au Conseil de sécurité de l'ONU quant aux tests nucléaires de la Corée du Nord pour empêcher ça, vous pensez bien qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord non plus pour la situation des Rohingyas. Donc ça, c'était un petit peu le point sur la position de l'Union européenne et de la communauté internationale qui a du mal effectivement à réagir. Et puis il y a aussi le souci, après on passe à la question suivante, mais il y a aussi le souci que ces attaques du 25 août en fait ont été perpétrées sur le sol birman et des militaires sont morts, certaines pertes civiles ont été recensées et que du coup ça a été considéré comme des attaques terroristes et que du coup il était très difficile pour la communauté internationale de ne pas condamner ces attaques terroristes menées par l'ARSA, par ces rebelles Rohingyas et ne pas publier des communiqués diplomatiques disant qu'ils soutenaient le Myanmar dans son effort pour restaurer la paix sur son territoire. Donc fondamentalement ça n'a pas servi la cause des Rohingyas. Et évidemment l'ARSA jusqu'à présent ne sert pas vraiment la cause des Rohingyas, mais ça c'est notre avis personnel. Est-ce qu'on a... Alors une question qui revenait un petit peu plus sur des faits historiques. Connaît-on le nombre de R dans l'état d'Arakan avant l'exode au Bangladesh ? Alors, ils étaient, en 2012, ils étaient entre 1,3 million et 1,5 million. Et on le disait au début, un politicien Rohingya qui a été parlementaire à l'époque où les Rohingyas avaient encore la nationalité, avaient encore accès à la politique, nous disait qu'en 1973, les Rohingyas étaient majoritaires dans l'état d'Arakan. Je ne connais pas la population totale de l'état d'Arakan, mais on peut supposer que voilà, ça tournait autour de ce million, 1,3, 1,4, En 2015, par contre, les Rohingyas, après les exodes de 2012, ne représentaient plus que 40% dans l'état d'Arakan. Donc, quelque part, ils avaient déjà perdu leur majorité. Et là, à l'heure actuelle, selon son estimation, les Rohingyas ne seraient plus que 30% dans l'état d'Arakan. Et il y a des villages où ils ne sont plus du tout présents. C'est-à-dire qu'avant, la population était plus ou moins répartie et les Rohingyas et les bouddhistes cohabitaient ensemble. Maintenant, après 2012, déjà un petit peu, mais après les attaques du 25 août 2016, totalement, on voit des villages qui sont plus que 100% musulmans ou 100% bouddhistes. Et dans les plans du gouvernement birman, on a l'impression qu'on se dirige vers ce genre de volonté d'aller créer des zones musulmanes plus fermées, plus monitorées et des zones bouddhistes, mais où en tout cas, à cause de cet exode, les Rohingyas ne seraient plus majoritaires. Et sinon, en termes d'exode,
eh bien, il devrait avoir à peu près 650 000, 700 000 Rohingyas actuellement au Bangladesh qui auraient fui la Birmanie. Et puis beaucoup aussi d'entre eux, après 2012, ont fui vers les pays musulmans voisins par la mer, donc en Malaisie, en Indonésie. Beaucoup ont terminé dans du trafic d'êtres humains en Thaïlande parce qu'ils étaient désespérés, ils payaient des passeurs pour quitter le Myanmar et puis se retrouvaient pris dans un trafic d'êtres humains, comme c'est souvent le cas avec ces migrants qui sont désespérés. Mais donc voilà, je n'ai pas en tête là de statistiques précises de combien de Rohingyas ont fui l'État d'Arakan, mais en tout cas, voilà, s'il y en a 700 000 au Bangladesh et qu'avant il y en avait 1,4 million dans l'État d'Arakan, ça représente des pourcentages importants. Donc, autre question de Émilie. Autre question. De Thaïlande, il se dit que l'État de Kachin, donc au nord du Myanmar, subit d'autres persécutions passées sous le silence. En avez-vous entendu parler? Alors, la question, je ne sais pas si vous l'entendez en fait, vous pouvez nous le dire ça en commentaire. La question concernait sur les violences dans l'État Kachin, frontalier avec la Thaïlande. Est-ce qu'on a entendu parler de ces violences? Alors oui, tout à fait. Il faut savoir en fait que la Birmanie est en proie à 60 ans de guerre civile, que pour schématiser, le centre de la Birmanie s'y trouve la majorité Bamar, qui est l'ethnie Bamar, duquel dérive le nom Burma et Birmanie, mais qu'autour de cette zone du centre, en fait, se trouvent au moins 5 ou 6 États, si je ne m'abuse, où à chaque fois une minorité différente est en conflit avec l'armée pour revendiquer leurs droits, parce que ces minorités, n'étant pas Bamar, étaient considérées comme inférieures et donc persécutées. Et après, chacune a leurs histoires, fondamentalement, puisqu'il y a les minorités du Sud qui sont reliées avec tout ce qui est la Thaïlande, les minorités du Nord qui sont financées par la Chine et qui ont un commerce excessivement important avec la Chine et qui sont en guerre avec la Birmanie. Donc oui, on a entendu parler de ces autres conflits. Ils sont d'ailleurs, avant cette crise humanitaire du 25 août en Birmanie, ces autres conflits militaires, ethniques, étaient beaucoup plus importants que le problème des Rohingyas. C'est-à-dire que quand on disait en Birmanie quelle est la principale préoccupation des Birmans, c'était l'unification du pays, c'était la paix avec ces autres ethnies périphériques, c'était de construire une identité birmane et plus les Bamars contre les autres ethnies, Shan, Kachin, Karen. Et donc ça, c'était vraiment la préoccupation du pays numéro 1 et pas du tout les Rohingyas. Mais voilà, avec les événements récents, là actuellement, il y a un peu un focus sur les Rohingyas. Et d'ailleurs, cette question me permet d'embrayer sur une autre précision. Puisqu'on a dit qu'il était très difficile de savoir comment ça se passait sur place et d'avoir un accès fiable à l'information. Et en fait, l'observation des méthodes de l'armée dans ces zones rebelles nous permet d'avoir une certaine hypothèse de comment ça pourrait se passer dans l'Arakan. Puisque si l'armée utilise une méthode de combat contre les Karen, il est fort probable qu'il l'utilise contre les Rohingyas aussi. Et ça a été avéré de manière totalement certaine que l'armée brûlait des villages dans les autres États de ces ethnies dans le but en fait de nettoyer la zone parce que les rebelles se cachent dans les maisons des civils et que donc quand l'armée veut combattre ces rebelles, ils mettent le feu au village, les rebelles s'enfuient et puis forcément ils leur tirent dessus. Et donc ça, on sait que ça se passe dans les autres zones rebelles et donc c'est pour ça qu'il est raisonnable de dire que très probablement c'est l'armée qui met le feu au village des Rohingyas dans le même but, c'est-à-dire faire fuir les rebelles de l'Arsa et puis après les arrêter, les tuer, leur tirer dessus quand ils fuient. Après, les Rohingyas vous diront que l'armée tire sur tout le monde, tous azimuts. Et puis il y a des versions qui disent aussi que tous les Rohingyas sont des membres de l'Arsa. Donc voilà, au-delà de ce point-là, c'est difficile de savoir ce qu'il en est vraiment. Mais que l'armée brûle des maisons, ça c'est avéré. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, donc Tunglai, sait-on si la solidarité musulmane internationale se traduit concrètement sur le terrain par l'envoi de vivres et de secours? Alors on a vu, pas plus tard qu'il y a 2 heures, quand on se baladait dans le centre-ville, une organisation musulmane internationale. Maintenant, sur le terrain, nous, on n'a pas vu d'organisation musulmane en particulier. On a rencontré par contre beaucoup de Bengalis qui récoltaient des sous pour aller aider les Rohingyas.
et on a déjà évoqué ces riches bengalis qui achetaient des vivres et les jetaient dans les camps. Mais ça reste national. À l'échelle internationale, on n'est pas au courant d'actions d'envergure. Maintenant, nous, on est en contact avec le collectif AMEB, qui est Halte au massacre des Rohingyas en Birmanie, qui est un collectif français actif à Bruxelles aussi, qui lui organise des opérations humanitaires. Mais ça n'a pas l'envergure des opérations humanitaires telles que celles de l'UNHCR ou les autres grandes organisations humanitaires. Maintenant, elles existent peut-être, ces initiatives musulmanes, mais on n'en est pas au courant en tout cas. Merci beaucoup pour vos questions. C'est très très chouette. Claudine, quand tu dis que le Bangladesh aide éventuellement les R à s'armer, d'où a-t-il l'argent nécessaire? Et peut-on imaginer que d'autres pays plus puissants y trouveraient un intérêt et donc soutiendraient le Bangladesh dans cette action? Alors, je précise d'emblée quelque chose. La version qui dit que le Bangladesh arme les terroristes / rebelles de l'ARSA, c'est la version du gouvernement birman qui correspond à leur propagande officielle gouvernementale, qui dit que ces gens sont des terroristes armés par les pays musulmans qui viennent souiller leur souveraineté nationale. On n'a pas de preuves à l'heure actuelle de ça. Ce qu'on sait, c'est que le chef de l'ARSA est né en Arabie Saoudite, si je ne m'abuse, et a suivi un entraînement au Pakistan. Mais on n'a pas à l'heure actuelle de preuves directes de relations entre soit le Bangladesh, soit Al-Qaïda, soit IS et ces rebelles de l'ARSA. Maintenant, quelle était la deuxième partie de la question ? Peut-on imaginer que d'autres pays plus puissants y trouveraient un intérêt et donc soutiendraient le Bangladesh dans cette action? Peut-on imaginer que d'autres pays plus puissants soutiendraient le fait qu'on arme les Rohingyas? C'est difficile à dire parce que, hormis le fait qu'il soit créé un espèce d'état de non-droit dirigé par ARSA où les Rohingyas puissent vivre sur un territoire repris au Myanmar, il n'y a pas beaucoup d'intérêts commerciaux. C'est-à-dire qu'on nous a dit que cette zone de l'Arakan à la frontière avec le Bangladesh était excessivement pauvre, c'était une zone semi-montagneuse qui n'était pas intéressante économiquement. Maintenant, l'État d'Arakan est excessivement intéressant économiquement. Il y a un pipeline chinois qui connecte le pétrole du pays du Golfe directement à la Chine qui traverse l'État d'Arakan. Le sol de l'État d'Arakan est extrêmement précieux, extrêmement rempli de métaux précieux. La Birmanie est d'ailleurs le 5e pays au monde avec des richesses avérées au sol, donc c'est un pays extrêmement riche. L'État d'Arakan est en proie à beaucoup de ces prospections industrielles d'extraction minière, etc., etc. Mais dans la région vraiment où les Rohingyas vivent, dans le nord de l'Arakan, là où il y a des tensions, pour le moment, des échos qu'on a eus, c'est pas là que se trouvent les ressources. Donc, pour répondre à la question, est-ce que d'autres nations auraient intérêt à armer l'ARSA pour que les Rohingyas créent un état de non-droit dans cette zone? Non, pas vraiment. Et j'ai un petit peu de mal à répondre, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que ça a mis tellement de temps à arriver, que ARSA a mis tellement de temps à émerger, et que ça ne s'est pas encore produit. Voilà. Encore une question, oui. Donc Aung San Suu Kyi prononcera un discours mardi à propos de cette crise. Croyez-vous qu'elle conviendra d'une possible solution? Et il y a une deuxième partie, si tu veux, que je te donnerai. Ok, est-ce que Aung San Suu Kyi conviendra d'une potentielle solution? C'est excessivement compliqué. Tous les gens à qui on a parlé, on leur a toujours demandé qu'est-ce que vous voyez pour le futur, et tous ont du mal à le dire. Il est très 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 probable que les Rohingyas qui ont fui vers le Bangladesh ne retournent plus au Myanmar, que ces 700 000, 650 000 Rohingyas qui sont actuellement au Bangladesh ne retournent plus jamais chez eux, parce que ça ce serait trop difficile politiquement pour Aung San Suu Kyi comme proposition.
il y a des pistes qui sont évoquées concernant le rapport de la commission de Kofi Annan qui disait d'attribuer la nationalité à certaines populations Rohingyas selon des critères, s'ils sont là légalement depuis un certain temps, qui ne sont pas considérés comme des réfugiés selon des critères parfois un petit peu douteux, etc., etc. Il y a tout un tas de mesures dans ce rapport très concrètes pour essayer d'alléger un petit peu les discriminations auxquelles font face les Rohingyas actuellement. Le problème de ça, c'est que les Arakanais et les Birmans en général ne sont pas du tout prêts à accorder plus de droits aux Rohingyas. Et donc, il y a une situation un petit peu où Aung San Suu Kyi crée une commission qui dit qu'il faudrait donner des droits à ces Rohingyas, et puis la population qui n'en veut pas du tout, et on se retrouve de nouveau dans une espèce d'impasse où on ne sait pas très bien comment ça va évoluer. Après, peut-être que petit à petit, ils vont réussir à faire passer des améliorations et que les Rohingyas progressivement soient moins discriminés. Peut-être aussi que le fait que maintenant il y ait des villages à 100% Rohingyas et à 100% bouddhistes va rendre quelque part tristement le vivre ensemble plus facile. Ça, c'est une hypothèse aussi. Ils n'auront plus techniquement à vivre vraiment ensemble dans les mêmes villages. Mais les solutions à long terme, c'est pour ça qu'on parlait de l'exemple de Gaza tout à l'heure, s'orienteraient vers cette espèce d'état dans lequel est la bande de Gaza actuellement, où on a deux populations qui sont séparées, où il y en a et où les Rohingyas seraient monitorés par des checkpoints, seraient dans des zones spéciales. Et voilà. Et d'ailleurs, pour étayer ce propos-là, le gouvernement birman a d'ailleurs reconstruit des settlements, des habitations, des villages qui pour le moment sont vides, pour aller réinstaller des Birmans dans les zones où les Rohingyas sont partis. Mais en fait, les Birmans ne veulent pas s'y installer parce qu'ils détestent tellement les Rohingyas que ces belles nouvelles maisons ne les intéressent pas. Et donc la politique un petit peu timide de migration des populations birmanes vers le nord de l'état d'Arakan, pour le moment, fonctionne à moitié. Et on nous a dit que ce serait probablement des hindous qui accepteraient plus facilement d'aller y vivre. Mais bon, là, on rentre dans des détails. Mais voilà, pour les solutions, c'est vraiment très, très compliqué. On nous a dit aussi que le processus de démocratisation était quand même en marche, que les mentalités ne changeaient pas du jour au lendemain, que ces gens ont subi 60 ans de dictature, donc forcément leurs schémas mentaux prendront du temps à être modifiés. On nous a dit, oui, et puis forcément, une démocratie est aussi moins efficace qu'une dictature militaire. On fait beaucoup de reproches à Aung San Suu Kyi qu'elle est inefficace, mais c'est parce que fondamentalement maintenant, elle doit concilier l'avis du peuple, l'avis de son gouvernement et l'avis des militaires. Et donc, toutes les solutions potentiellement trouvables dans le futur seront en tout cas certainement très 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 lentes. J'espère que ça a répondu à la question. Est-ce qu'on en a d'autres ? Non, mais il y avait une deuxième partie qui est donc est-ce qu'elle conserverait donc au terme de cette crise, donc est-ce qu'elle conserverait un statut de femme politique important donc au sein de la Birmanie et ensuite au sein de l'UE? Alors, en gros, est-ce que Aung San Suu Kyi doit démissionner ou pas ? On a un petit peu abordé cette question-là tout à l'heure. Le fait de prendre la défense des Rohingyas, si elle le fait de manière trop forte et trop prononcée, lui coûterait certainement son poste. On a une interview où quelqu'un nous dit que c'est un suicide politique de sa part que de faire ça. On pense qu'elle ne le fera pas, on pense qu'elle ne quittera pas le gouvernement, même si elle ne peut pas contrôler l'armée et qu'après elle est tenue responsable des exactions de l'armée. Nous, on pense qu'elle ne le quittera pas parce qu'elle va essayer d'améliorer les choses au long terme. Maintenant, quant à son aura dans l'Union européenne et dans la politique internationale, il est clair que là, il en a souffert. Maintenant, il en a peut-être plus souffert dans la couverture parfois simpliste qu'en ont fait les médias, de dire « elle ne les sauve pas, elle doit démissionner, elle a renié son prix Nobel de la paix », plutôt que dans les versions des diplomates internationaux qui savent très bien que la situation est plus compliquée sur place et qu'il y a de nombreux paramètres qu'elle doit gérer et que les choses ne sont pas si simples que ça. Nous, les diplomates auxquels on a parlé, n'ont pas forcément critiqué la position de Aung San Suu Kyi. Après, certains nous ont dit aussi qu'elle n'était pas une bonne dirigeante, mais ça, c'est encore autre chose. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui.
Ah, je ne sais pas quand on va terminer ce live, mais en tout cas, on prend Donc, beaucoup de plaisir à répondre à vos questions. Tunglaï, y a-t-il un risque de voir s'installer à terme à la frontière du Bangladesh une base arrière terroriste permanente non contrôlable par les autorités? Y a-t-il cette éventualité-là de voir une base arrière terroriste à la frontière avec le Bangladesh? Oui, c'est ce que craint le gouvernement birman. C'est exactement ce que craint le gouvernement birman. Pour le moment, nous, on nous a dit que les terroristes de l'ARSA se servaient de ces viviers des camps comme source de recrutement. Alors nous, on s'est rendu sur le terrain une seule fois hier, mais des échos qu'on a, les militaires bengalis sont présents, mais ne sont pas excessivement regardants. C'est-à-dire que on a pu passer des checkpoints sans contrôle d'identité. Les camions et les voitures, presque essentiellement, ils ne les arrêtent pas. Donc, on ne sent pas, à l'heure actuelle, un contrôle militaire fort ni accru de la part de l'armée du Bangladesh sur cette zone. Donc, à la question, est-ce que ça peut devenir une zone potentiellement de non-droit. De manière institutionnalisée, je ne sais pas, parce que ça reste le territoire du Bangladesh et ils ont encore le contrôle. Mais maintenant, par contre, qu'il y ait des gens infiltrés qui viennent plaider la cause de l'ARSA, oui, ça c'est compliqué à contrôler et ce sera sans doute de l'affaire des services secrets bengalis. Voilà pour l'instant. On est de retour. Bon, on a perdu quelques-uns d'entre vous. Il y a eu un problème de Wi-Fi, mais on est de retour. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut vous raconter encore quelques anecdotes ou vous parler de 2-3 histoires, mais globalement, on a fait le tour. Donc, je ne sais pas si on a des réactions. On va vous laisser le temps d'encore poser une question en vous racontant une histoire qui est assez rigolote et qu'on a détaillé dans un article qui sortira sur Medium et qui concerne le manque d'esprit critique de la population birmane. Parce qu'en fait, dans tout ce problème des Rohingyas, un des problèmes constants, c'est le fait que les Birmans croient ce qu'on leur dit. Que quand l'armée leur dit les Rohingyas vont vous envahir et transformer la Birmanie en État islamique, les Birmans ont réellement peur de cette éventualité. Ok, bon, visiblement la connexion a un petit peu de mal. Je vais essayer de terminer mon histoire, mais au cas où, si ça fonctionne plus, on arrêtera le live là. C'était super chouette de discuter avec vous. J'espère que ça vous a plu autant qu'à nous. Ceci dit, la connexion a l'air de tenir, donc je termine juste l'histoire que j'étais en train de raconter, qui est le fait que les Birmans manquent de manière générale d'esprit critique et qui croient ce que l'armée, ce que les propagandes leur disent. On a eu un exemple qui illustrait ce propos de manière tout à fait cocasse, qui est qu'en fait, le jour du 11 septembre, on s'est baladé dans les rues de Rangoon, on avait rendez-vous avec